Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à cette émission sur la télévision nationale guinéenne. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, aujourd'hui dans notre pays, le métier de chasse-femme est peu pratiqué par nos consoeurs. Or, un métier d'avenir pour elles. Donc, pour répondre à cette problématique, 3 questions se posent. Qui, comment et pourquoi le faire? Les difficultés que traversent nos centres de santé en personnel qualifié en chasse-femme, il est important d'encourager nos futures étudiantes au choix de ce métier noble. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, vous parliez d'un cours sur la dentition des enfants, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer l'âge d'un enfant en fonction de la dentition alors? Ok. Donc, le cours porte sur le développement somatique de l'enfant. Oui. Donc, sur le développement somatique de l'enfant, il y a plusieurs critères qu'il faut apprécier. Parmi ces critères-là, nous avons la taille, le poids, le périmètre crânien, le périmètre thoracique. Mais il y a d'autres éléments qui nous permettent d'apprécier la croissance de l'enfant, tels que l'éruption dentaire, l'âge osseux. Donc, en fonction de l'éruption de la dent, on peut faire une corrélation entre l'éruption et la dentition, et l'âge de l'enfant. Vous prenez par exemple un exemple concret. Un enfant qui a 6 mois, il doit, à partir de 6 mois, la dent commence à apparaître. Maintenant, si vous prenez un enfant qui a 8 mois, il n'a pas la même dentition qu'un enfant de 6 mois. Donc, en fonction de la dentition, on peut avoir une idée sur l'âge de l'enfant. Mais vous savez qu'il y a des exceptions qui se posent, n'est-ce pas? Alors, quels sont les facteurs qui opposent ou bien qui créent le développement de ces dents alors? Bien sûr, il y a des facteurs qui influencent le développement de la croissance de l'enfant. Est-ce qu'il est lié à un manque de vitamines ou bien quoi? Bon, ces facteurs-là, je vais vous le spécifier, sont de 2 catégories. Nous avons des facteurs extrinsèques, donc qui dépendent du monde extérieur, et des facteurs intrinsèques, sont des facteurs qui dépendent de l'organisme lui-même. Donc quand on prend les facteurs intrinsèques, c'est par exemple les facteurs génétiques. Les gènes que je reçois de mes parents vont s'exprimer en moi. Si mes parents sont courts, je ne vais pas m'attendre à être trop grand. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est des facteurs extrinsèques. Parmi ces facteurs extrinsèques-là, nous avons des facteurs hormonaux. Nous avons des hormones qui agissent sur la croissance de l'enfant. Il y a des hormones qui sont connues sous le nom des hormones de croissance. Par exemple, l'hormone de croissance, l'ACTH. Donc, la croissance de l'enfant dépend de la production de ces hormones-là. Mais également, nous avons des facteurs extrinsèques. Quels sont ces facteurs alors? Donc, les facteurs extrinsèques, quand on prend le premier élément, c'est l'alimentation de l'enfant. Donc, si 2 enfants de même âge sont soumis à une alimentation différente, leur croissance va différer en fonction de cette alimentation. Est-ce que le lait n'est pas beaucoup plus important dans ce facteur-là? Mais bien sûr, quand on parle de l'alimentation, on parle d'une alimentation équilibrée et normale. Et une alimentation équilibrée et normale en fonction de l'âge de l'enfant. Quand vous prenez de la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant il a besoin du lait maternel, seulement du lait maternel et que du lait maternel. Alors pourquoi dit-on que le lait est un aliment complet alors? Le lait maternel est un aliment complet. Vous savez que le lait est une création divine. Donc pour moi, en tant qu'homme de foi, je sais que Dieu il est parfait. Le lait est une création divine. Donc il répond à tous les besoins de l'enfant jusqu'à 6 mois. Je demande son âge, on me dit que l'enfant a 8 mois. Je trouve encore qu'il n'a que 2 dents. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Est-ce qu'il reçoit suffisamment de calcium? Non. J'ai beaucoup aimé ce métier. Pendant les hôpitaux, j'ai vu des sages-femmes en blouse rose qui m'ont mis à l'aise. Oui. Et en plus de cela, j'ai aimé encore ce métier pour sauver la vie des femmes enceintes et leurs enfants. J'ai constaté que le taux de mortalité infantile des femmes enceintes a augmenté dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce métier pour pouvoir défendre ces influences pareilles. Donc pour sauver la vie des enfants et m'occuper des femmes enceintes. J'ai dit à toutes mes sœurs qu'ils apprennent le métier sage-femme, de bien prendre les études à main. Tout ce qu'on apprend dans la vie, il faut pouvoir pratiquer. Donc d'apprendre très bien
les études afin de pouvoir pratiquer le travail, le métier des sages-femmes dans les hôpitaux, partout où ils sont, de défendre les femmes et les enfants. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, je vais bien. Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, dans ces jours-ci, là, je ne me sens pas bien. Je somnole trop. Tout ce que je mange, là, je vomis. J'ai des nausées aussi parfois. Et des céphalées. Et puis, ça fait 4 mois, je ne vois pas mes règles. 4 mois? Oui, je ne vois pas mes règles. Le nom, s'il vous plaît? C'est bien Mougui. Âge? 22 ans. Quartier? Sangoya. Profession? Étudiante. Le nom du mari? Amadou. Amadou quoi? Kanté. Profession? Les choses comptables. Comptable. Donc, qu'est-ce que vous avez comme antécédents familiaux, c'est-à-dire la maladie de votre père ou de votre mère? Pour mon papa, je ne le retiens pas, mais pour ma maman, c'est qu'il y a l'hypertension dans leur famille. L'hypertension? Oui. Ah, ok. Hypertension. Nombre d'accouchements, c'est votre première grossesse? C'est ma première grossesse, ça. Ah, ok. Qualité 0. Nombre d'accouchements 0. Enfant, non. Vous n'avez pas fait d'avortement? Non, je n'ai pas fait d'avortement. Ok. Donc, premier geste. Là, vous êtes allé sur la table de consultation. Okay. Madame va vous examiner. Ok? Après, vous allez revenir par là pour le reste des dossiers. Ok. Poids 60. 60 kg.
Venez, s'il vous plaît. Ça, c'est le DAP. Le... 18. Ok. 18 cm. La taille, s'il vous plaît. « 1,72. Madame, on va vous donner 3 comprimés de sulfadoxine pyrimétamine contre le palu. C'est en prise unique. Hein? Vous prenez les 3 comprimés. Là, on va mettre 3 comprimés. On va vous remettre aussi les 30 comprimés de FAF hein, pour l'anémie. Là, vous n'êtes pas anémie, mais pour prévenir l'anémie. Et puis, il y a aussi les moustiquaires. Les moustiquaires imprégnés qui sont venus pour les femmes enceintes. Donc, tu as droit à une moustiquaire. De là, tu vas passer la récupérer là. OK? À la devanture? Oui. Pas de problème. Et vous ne faites pas de saignement? Non, je pas n'ai de pas saignement. observé ça d'abord. OK, non, pas de saignement. Anémie, non, vous n'êtes pas anémie pour le moment. Les œdèmes, pas d'œdèmes. Vous ne ressentez pas les douleurs pendant la miction? Non, ça ne me fait pas mal. Ok, pas. Vous ne faites pas les pertes aussi? Pas de pertes? Non, ce que je fais, ce n'est pas tellement abondant et puis ça s'entend aussi. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Suspicion du bassin. Votre bassin est normal. Parce que le diamètre antéro-postérieur, le DAP est 18. Donc c'est bon. Pas de césarienne. Vous êtes prévenus. En plus de ça, on va vous soumettre aux examens, au bilan. Vous allez faire un bilan, ok? Vous allez faire le BV pour la syphilis, pour voir si vous n'avez pas la syphilis. Hein? Et puis vous allez faire aussi la SRV. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour le sida. C'est pas parce que vous avez le sida, mais c'est pour connaître. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes souvent avec d'autres femmes, nous sommes mélangés en fait. On peut contracter le sida dans les salons de coiffure, puis avec des objets souillés aussi. Quoi. Donc c'est pour ça. Hein? Le taux d'hémoglobine aussi. Hein? Vous allez faire la goutte épaisse pour voir si vous n'avez pas le palu. La glycémie aussi, vous allez le faire. Hein? Donc vous allez passer à la pharmacie. Au labo pour ces examens. Ça, c'est pour votre bien-être et pour celui de votre enfant. En plus de ça, vous allez faire 4 CPN. Là, la consultation prénatale, là, c'est la première. Et puis, le prochain rendez-vous est juste marqué là. Mais si vous sentez des malaises, si le fœtus ne fait pas, c'est-à-dire le bébé ne fait pas de mouvement, si il y a les saignements et autre chose, les malaises, vous pouvez venir à l'hôpital, consulter un agent de santé. Même si ce n'est pas à Conakry ici, s'il y a un centre de santé le plus proche de vous, vous pouvez aller vous faire consulter. C'est tout pour le moment. Vous n'avez pas de questions? Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes dans une salle de TP de l'école supérieure de Sage-Femme de Kobaya et vous venez de voir une simulation faite par les étudiantes de la 3e année sur la consultation prénatale. Maintenant, nous sommes prêts pour les poser quelques questions autour d'une consultation prénatale. Vous allez voir tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et comment est-ce qu'une consultation prénatale se passe? Comme vous venez de constater, il y a des étapes de la consultation prénatale. Donc quand la femme vient, on l'accueille d'abord et tout ça, on l'installe.
On commence par l'interrogatoire, comme vous avez constaté, j'ai pris les renseignements généraux et tout ça. Après, on l'installe pour prendre les paramètres. Ouais. Très bien. Alors, quelles sont les bonnes conduites à prendre pour une telle consultation? Les bonnes conduites à prendre pour une telle consultation, il faut commencer d'abord par le lavage des mains. Et là, on accueille la patiente parce que là, en plus de ça, on la met en confiance, tout ça, on la rassure. Madame la sage-femme, comment est-ce qu'on peut dédramatiser une telle situation? Déjà, quand elle vient à l'hôpital se faire consulter, c'est parce qu'elle a confiance. On commence d'abord par la rassurer, la mettre en confiance et tout ça. Donc, parce que là, la consultation prénatale, c'est on respecte l'intimité de la patiente. Donc, c'est ce qui fait que... Mais est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avantages? Bien sûr. Les avantages liés maintenant à cette consultation prénatale? Il y a les avantages. Parce qu'une femme qui ne se fait pas consulter pendant sa grossesse, il y a des complications. Si ça survient, parce qu'il faut la suivre de près. Près alors? De près, il faut la suivre de près. Merci madame. Je suis à présent avec une patiente qui est venue connaître, s'enquérir son état de santé. Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette visite, cet entretien avec madame la sage-femme? La première des choses, d'abord, l'accueil qu'elles m'ont fait quand je suis venue. Parce qu'avant tout, d'abord, vu que tu expliques ton problème au médecin ou aux sages-femmes, il faut que la personne t'accueille d'abord bien. C'est la première des choses. Comme il y a eu un bon accueil, tout ce que maintenant tout ce que je suis venue pour l'expliquer là, je n'aurai pas de honte. Je vais l'expliquer tout mon problème. Pourvu que, parce que déjà elle m'a rassuré que je suis venue envers elle. C'est par rapport à ce bon accueil là que je peux continuer avec elle quoi, à expliquer mon problème. Et puis après tout ça, elles m'ont aussi dirigé, tout acte qu'elles font, elles m'expliquent d'abord l'acte. Elles ne passent pas directement à l'acte, elles m'expliquent d'abord l'acte qu'elles font. Très bien, donc vous êtes moralement préparé avant l'acte. Avant l'acte. Et je crois bien, vous a envoyé, elle prenait par exemple les informations autour de vous. Oui. Et il y a une autre sage-femme qui faisait toutes ces consultations. C'est là aussi elle va se prêter un peu à nos questions. Et Madame Condé, je vais me déplacer, aller vers elle. Elle va nous confier quelques mots. Bonjour Madame Condé. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et je viens de voir tout à l'heure une patiente avec vous pour une consultation prénatale. Oui. Et expliquez-nous comment ça se passe. Oui, ce que je faisais, l'acte que je faisais, c'était l'examen physique. Oui. Quand elle vient à l'hôpital, il faut se renseigner sur l'état de son enfant et son état aussi pour voir comment évolue sa grossesse, s'il n'y a pas de risque ou pas. L'orientation des jeunes filles dans les filières de métiers comme celle de sage-femme serait très bénéfique pour le pays, car cela permettrait de sauver des vies humaines avec la diminution considérable du taux de mortalité maternelle et infantile. La sage-femme est chargée de la prise en charge et de la surveillance de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement. En cas de grossesse ou d'accouchement pathologique, la sage-femme se réfère au gynécologue obstétricien qui prend alors le relais. L'accompagnement psychologique de la future mère et la préparation à l'accouchement. Elle a la responsabilité du déroulement de l'accouchement normal, du début du travail jusqu'à la délivrance. Cette salle, c'est le laboratoire de compétences qui a été équipé par Jipaigo USAID, qui est notre collaborateur privilégié. Donc voici, nous avons différentes stations d'obstétrique, stations de gynéco, réanimation du nouveau-né et planification. Ici, vous avez donc le mannequin le plus sophistiqué, Madame Noël, avec laquelle nous pouvons faire toutes les simulations, absolument toutes les simulations d'accouchement. Donc, on vous la présente avec son bébé. Mais on peut faire toutes les présentations, toutes les simulations. Ensuite, vous avez une autre station d'obstétrique avec Maman Nathalie, Madame Zoé. Voilà. Et on a aussi ici un fœtus avec les annexes, à savoir le placenta et les membranes. On a un bassin pour les démonstrations, les dilatations, les différentes dilatations du col.
Voilà pour ce qui est donc des stations d'obstétrique. Nous allons passer à la station de gynéco, où vous avez donc un mannequin avec uniquement des seins pour les recherches de nodules, pour les dépistages du cancer. On a aussi une station gynéco, voilà, où on peut faire toutes les simulations pour retrouver les fibromes, les polypes. Tout ça, c'est installé et quand on touche, on a les ressentis de la réalité. Si ensuite nous passons à la station centre de planification, nous avons également un bassin, des seins, mais il y a un bras où nous pourrons faire les pratiques pour les poses d'implants, les retraits d'implants, les poses de stérilés. Donc, on retrouvera tout cela. Maintenant, on va passer donc à la station réanimation du nouveau-né. Bien sûr, on souhaite qu'aucun nouveau-né ne soit à réanimer, mais ce n'est pas le cas. Donc, avec cet enfant, on va pouvoir aspirer, oxygéner, faire une réanimation complète, donc par des spécialistes. Voilà. Nous avons la balance et la toise pour peser chaque enfant à la naissance. Voilà en quoi consiste notre laboratoire de compétences. Et vraiment, toutes les simulations peuvent être faites tant au niveau obstétrical, gynécologique que réanimation du nouveau-né. Nos étudiantes, avant d'aller sur les terrains de stage, seront passées par la salle de compétences et auront acquis les habiletés nécessaires pour aller ensuite sur les terrains de stage, à savoir les centres hospitaliers. Voilà le but de ce laboratoire et nous pensons que vraiment avec ce matériel, nos sages-femmes, nos étudiantes sages-femmes seront vraiment très très bien formées. Toujours nous sommes donc dans le but de la diminution de la mortalité, morbidité fœto-maternelle. Alors, madame, quelles sont celles qui sont habilitées à venir dans votre école supérieure de santé? Dans cette école de santé, pour venir, il faut avoir nécessairement le bac. Que nous ayons beaucoup de sages-femmes à former, toujours pour lutter contre la mortalité, morbidité fœto-maternelle, il faut que des sages-femmes soient formées. Notre souhait, c'est d'avoir de nombreuses étudiantes à former, puisqu'il faut toujours lutter contre la morbidité, mortalité fœto-maternelle, et pour cela, il faut des sages-femmes. Vous voyez Maman Noël en détail. Bon, vous voyez ici, on a des points où on peut faire des injections. Hein? Des perfusions, des injections. Vous avez donc les détails. Voilà. Vous voyez, avec le bébé, le placenta. Et donc, vraiment, on peut simuler la descente, la rotation de l'enfant jusqu'à arriver, jusqu'à ce que la tête arrive à la vulve. Et là, on peut faire l'accouchement. On peut simuler l'expulsion. Ce que je vous disais, tout peut être fait avec cette poupée. Voilà, hein? Quand c'est, on peut écouter donc les bruits du cœur, vraiment comme la réalité. Ma première fois à l'hôpital, là j'étais émue, comme c'était ma première fois d'aller travailler. Donc j'ai commencé par une CPN. C'était pas du tout facile avec les sages-femmes maîtresses qui sont là-bas.
Donc j'étais vraiment contente. Mais j'espère que vous avez une fois consulté ou bien vous êtes rentré en contact avec une femme enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis déjà rencontrée avec une femme enceinte dont j'ai fait sa consultation prénatale. Mais c'était pas vraiment du tout facile parce que c'était la première fois. J'ai pu prendre sa hauteur utérine, prendre les BCF et puis la tension et puis le reste, son DAP. Ouais. Qu'est-ce que signifie DAP alors? DAP, diamètre antéro-postérieur. Très bien. Et quel autre appel avez-vous à lancer aux femmes enceintes par rapport à une consultation prénatale? Je dirais toute femme enceinte d'aller se faire consulter, faire les CPN. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont que 4. Donc d'aller se faire consulter, faire les consultations prénatales, c'est très intéressant.